personne. C'est la 4e édition cette année du festival et c'est un festival qui a la particularité d'être un festival de genre, donc, qui est consacré au fantastique et à la science-fiction. C'est vraiment quelque chose qui, je pense, manque en France. On en a quelques-uns qui existent, mais encore une fois, moi je suis quelqu'un qui milite beaucoup pour que l'imaginaire, le rêve soit quelque chose qui soit poussé toujours plus dans le domaine de la fiction et du cinéma français. Et là-dessus, il est important qu'il y ait des manifestations qui soient existantes pour découvrir un peu ce que font les nouveaux talents sur ce type de choses. Et donc l'émergence d'un festival qui va rentrer l'année prochaine dans sa 5e année, c'est super et il faut que ça continue de se développer comme ça. Et j'espère que le festival va continuer de grossir. Oui, évidemment, il y a des moments, il y a des moments où je me repose et où je m'occupe. J'ai aussi mes enfants qui prennent beaucoup de temps, donc c'est vrai que maintenant, en fait, je me consacre beaucoup plus à l'écriture et la réalisation. Toute la période qui était production, distribution, à l'époque où je travaillais chez Oui Productions, ça c'est un petit peu, c'est une nouvelle étape maintenant, puisque justement je dirais que tout ce que j'ai appris pendant cette période, maintenant je le mets à contribution avec d'autres producteurs, puisque je me suis rendu compte que si on voulait avancer, multiplier les projets, que les choses avancent plus vite en France, il faut en fait finalement pousser plus de sociétés à aller de l'avant dans cette direction. On ne peut pas faire tout seul, c'est pas possible. Et il faut essayer de lancer un mouvement, et c'est important de pouvoir aussi dire à des producteurs, en fait, le genre, c'est pas si compliqué que ça de pouvoir s'y lancer, parce que ça fait souvent peur. Ils se disent oui, ça va être très cher, mais en fait non, c'est comme tout, en fait, il y a toujours moyen de faire les choses. Tout dépend de ce qu'on souhaite mettre en scène, de ce qu'on écrit, et il y a énormément de choses qui se déroulent en fait à l'écriture. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à dire que il y a des génies innés dans le domaine, mais finalement sur le long cours, il n'y a qu'en faisant qu'on réussit à s'améliorer et à faire toujours plus. Et donc le fait d'espérer, d'attendre qu'il y a un film français qui va arriver, qui va tout révolutionner et qu'ensuite ça va tout ouvrir, moi j'ai tendance à penser que c'est pas ce qui se passera, que c'est au contraire la mise en marche de projets de plus en plus ambitieux qui vont réussir à progresser sur certains éléments, qui vont faire qu'il va y avoir des contenus qui seront de plus en plus forts, qui vont réhabituer un public au genre, et ça permettra d'aller de l'avant tout simplement de cette façon-là. Né de la souffrance et de la haine, le dernier fragment d'une planète réduite en poussière est condamné à errer dans l'univers pour l'éternité. Le destin de ceux qui le croiseront sera bouleversé à jamais. The sign has been spotted. Son nom, le métal hurlant. Embarqué pour un voyage unique, au-delà de l'espace, du temps et des mondes connus. Now it's time for the real fight. Issu de l'œuvre culte des plus grands créateurs de bande dessinée, la série Événement débarque enfin. Métal Hurlant Chronicles. Find your destiny. C'est la science-fiction, ce qui est évidemment, il y a le côté, on n'oublie pas le petit garçon qu'on a été, et donc c'est un appel au rêve, à l'imagination, mais ensuite, en grandissant, on se rend compte que, et plus particulièrement la science-fiction, c'est vraiment un moyen de véhiculer certaines idées, certaines pensées, raisonnements. Il suffit
par exemple, quand on prend le cas de l'anticipation, donc qui est un type, quand on voit une série comme Black Mirror, je pense que tout le monde se rend compte maintenant comment, en poussant certains curseurs plus forts, on se retrouve avec des vies cauchemardesques. De la même façon, plonger au fond d'un puits de science, en se disant qu'est-ce qui se passe derrière cette théorie physique, qu'on essaye de l'appliquer à l'image, de raconter quelque chose dessus, ça peut amener un espèce de tournée psychologique qui est aussi passionnant. Et ça, c'est vraiment quelque chose que la science-fiction peut faire, là où, encore une fois, l'horreur et le fantastique vont appeler des sentiments et des émotions qui sont différentes. Donc, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui est passionnant avec ça, la SF, et c'est donc on part de quelque chose où dans ma jeunesse, moi, c'était le rêve et l'imaginaire qui me poussait là-dessus, pour ensuite venir y adjoindre des idées, et du coup ça en devient des projets qui peuvent être vraiment passionnants aussi en termes de discours. Alors, c'était vraiment parce que moi, c'était quand alors j'avais connu la précédente édition de Métal Hurlant, il y avait une réédition au début des années 2000 de Métal Hurlant qui s'était fait en 2003 ou 2006, je ne sais plus. Bref, je lisais cette réédition-là et à chaque fois que je tombais sur une histoire sympa, je me disais ça ferait quand même une histoire sympa à adapter pour faire un petit film. Et puis c'est petit à petit comme ça que je me suis dit, en fait, si j'ai envie, j'avais déjà fait quelques courts-métrages, je me suis dit, j'ai envie de faire un projet de série. Et c'est vrai que je me suis dit, mais ces histoires me plaisent, je voudrais vraiment les adapter. Donc au début, je m'étais rapproché de l'éditeur pour prendre les droits juste des histoires en question que je voulais. Et puis finalement, en parlant avec eux et tout, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment potentiellement quelque chose d'intéressant à faire en termes de série. Et c'est comme ça qu'ensuite je me suis dit, mais non, il faut faire une série sur le projet. Et que les choses se sont concrétisées. Et oui, c'est vrai que c'était assez jubilatoire de se dire que j'avais réussi à adapter quelque chose que je lisais quand j'étais enfant. Enfin, que mes grands frères lisaient et que moi j'observais de loin. Mais voilà, ensuite c'était la première série que j'ai faite, donc plein de défauts, plein de choses que je ne referais pas de la même façon. Mais ça a été une expérience passionnante pour apprendre plein de choses. Et encore une fois, c'est vraiment en faisant et en s'attaquant à des choses qu'on croit au départ impossibles qu'on réussit à avancer et se rassurer pour pouvoir ensuite se mettre en condition et écrire des choses qui finalement sont font peut-être plus de sens, sont plus efficaces. C'est toute la particularité de comment ça s'est fait. En fait, Métal Hurlant, au départ, a été refusé par toutes les chaînes françaises. Et suite à ça, moi j'ai décidé, vu que j'avais fait un pilote, d'aller montrer le pilote sur les marchés internationaux. Et là, tout de suite, il y a les Allemands qui sont rentrés à bord sur le projet, les Scandinaves sont rentrés à bord sur le projet, pas mal de pays d'Europe de l'Est, la Russie, un distributeur international qui est rentré, qui a commencé à financer ça. Et donc du coup, en fait, j'ai pris le parti pris parce que j'étais producteur à l'époque du projet et que j'ai été peut-être un peu fou, surtout de partir en production alors que le financement n'était pas complètement bouclé du projet, en partant du principe que plus on allait avoir d'images, plus des partenaires allaient rentrer à bord du projet. Et donc du coup, j'ai commencé à tourner d'autres épisodes et en fait on a tourné sur la première saison, on a tourné 5 épisodes sur 6. Donc du coup, quand France Télévisions, qui était intéressée par le projet à l'époque, mais où la direction n'avait pas voulu valider parce qu'ils trouvaient que c'était un peu trop tendancieux comme projet, il y a eu un changement de direction chez France TV, donc le directeur des programmes avait changé à ce moment-là, et donc automatiquement France TV m'a rappelé en me disant « mais est-ce que vous avez avancé sur le projet ?» et dans ce cas-là, je leur dis « en fait, on a déjà fait 5 épisodes sur 6,
Ils m'ont dit est-ce qu'on peut regarder les épisodes, je leur ai envoyé les épisodes, ils les ont eu, ils m'ont dit ok très bien, on y va, et donc ils ont cofinancé la série à ce moment-là. Mais en fait au final quoi qu'il arrive, on serait allé au bout de la série. Puisque derrière, ensuite, on avait pu trouver encore d'autres partenaires, puisque la série au final a été diffusée dans une centaine de pays. Et ils nous ont par contre suivis tout de suite directement sur la saison numéro 2. Donc c'est vrai que c'était une aventure assez marrante en soi. Puisque dans un premier temps, il y a beaucoup de diffuseurs télé français. En fait, c'était juste le fait que ce soit de la science-fiction. Oui, mais la science-fiction, vous savez, c'est en France, on n'est pas vraiment le pays pour faire ça. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas devenir un pays qui fait de la science-fiction si on n'en fait pas en fait. Donc on est obligé d'en faire. Et souvent on oublie que quand même la France et la science-fiction, c'est un peu une grande histoire d'amour quand même, parce que bon, on a un peu eu quelqu'un qui s'appelle Jules Verne en France qui a créé la science-fiction. Donc bon, voilà, ce serait quand même dommage de pas essayer de l'aborder. Et donc moi, c'est toujours quelque chose que j'espère, c'est que petit à petit, on réussisse en termes d'audiovisuel et de cinéma, de se retourner un peu plus vers assumer notre héritage qui est quand même très fort à ce niveau-là. On a quand même toute une génération de scénaristes qui ont été frustrés par le fait de ne pas pouvoir raconter leurs histoires au cinéma ou à la télévision, et donc ils l'ont fait en bande dessinée. C'est pour ça qu'on a quand même une quantité de bandes dessinées fantastiques ou de science-fiction qui sont proprement incroyables, qui sont d'une qualité vraiment superbe. Et oui, il faut espérer que les choses iront dans le bon sens. Et on voit les évolutions malgré tout. Si on regarde à l'heure actuelle, on voit qu'il y a quand même de plus en plus de projets qui ont l'air de se mettre en marche. Alors qu'ils soient réussis ou qu'ils ne soient pas réussis, moi ce que j'ai tendance à penser, c'est que c'est très bien, parce que plus il y en a qui se mettront en marche, plus les gens vont affiner leurs compétences sur ces projets-là, et donc l'ensemble va monter en qualité. Alors ce qui est le conseil numéro 1, je dirais, surtout ne pas écrire ce que vous n'avez pas les moyens de faire. C'est-à-dire que je pense que si on veut faire, et là je parle évidemment si c'est pour écrire un livre, évidemment on peut tout écrire, et à partir de ce moment-là, c'est plus dans la technique, le style, et surtout le propos et ce qu'on va vouloir raconter, les enjeux et les personnages qu'il faut travailler. Quand il s'agit d'un film, par contre, c'est important quand on veut se lancer dans son premier court-métrage de ne pas faire les erreurs que moi j'ai fait quand j'ai démarré certains cours, c'est-à-dire de partir sur quelque chose de très ambitieux, sur lequel finalement j'avais par exemple de l'argent que pour le tournage, mais j'avais pas d'argent pour la post-production. Et je m'étais dit oui mais super, les gens vont travailler parce qu'ils vont adorer les images, ils vont travailler gratuitement sur le projet et tout ça. Et en fait c'est un mauvais calcul, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'en fait quand on fait un court-métrage, c'est 3 jours de tournage, 4 jours de tournage. La post-production, les décisions et les erreurs qu'on va faire sur le tournage, ça peut être 3 mois ou 4 mois de post-production. Alors on peut trouver des gens qui vont venir travailler gracieusement, bénévolement sur un projet de 2-3 jours, mais 3-4 mois, c'est pas possible. Donc, et du coup après on se retrouve avec des projets qu'on met 1 an et demi, 2 ans à terminer, et donc ça complique vachement la situation. Et ça génère une frustration en tant que créatif, parce que finalement la création, quand on initie un projet, on a une énergie et une idée et une envie à un moment, et si le projet s'étend sur 2 ou 3 ans, des fois c'est plus la même envie et plus la même idée qui est présente au moment où le projet se termine, et après qu'est-ce qui se passe? On renie son propre projet. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de s'attaquer à des projets où avant tout on travaille sur le papier, on se dit ensuite qu'est-ce qu'on a, et si on n'a pas assez, il faut retravailler sur le papier avant de se lancer. Ça permettra de gagner beaucoup de temps. Moi
moi, oui, on peut parler de tout et on peut arriver à tout, on peut amener tout type d'idées via le cinéma, donc ça c'est assez vrai. Ensuite, je reste malheureusement pas, même si je trouve que Godard a fait des trucs formidables, j'aurais tendance à reprocher à la nouvelle vague d'avoir détruit l'industrie des studios français. Il faut quand même se souvenir que la France, on était un pays où on faisait beaucoup de KPDP, on faisait beaucoup de films en costume, on faisait beaucoup de polars, le Cercle Rouge, le Samouraï, tous ces films en fait étaient basés sur une politique de studio. Et en fait, la nouvelle vague qui était de dire oui, on peut tourner des films partout, ce sera parce que c'est vrai, c'était une très bonne idée, mais comme souvent en France, ça a généré une bascule. En France, on a du mal à faire d'un coup, on se met à tout faire. Tout le monde s'est dit bah non, mais en fait ça coûte moins cher que de louer des studios, que de garder des décors, tout. On va tout faire. Donc on ne raconte plus que ça comme type d'histoire. Du coup, les gens qui faisaient du KPDP, des costumes, tout ça, ce savoir-faire s'est mis à disparaître petit à petit, rendant beaucoup plus compliqué la possibilité de faire ce type de projet. Et donc, c'est un des effets négatifs de la nouvelle vague. Et donc, le cinéma de l'imaginaire, pour moi, et du rêve, qui était en France beaucoup porté par voilà, quand on voit la Belle et la Bête de Cocteau, on a eu un cinéma de genre généreux en France, grand public, un cinéma d'aventure, un cinéma d'action, voilà, qui a quand même pâti de la nouvelle vague. Voilà. Donc la nouvelle vague a apporté plein de choses, c'est un mouvement qui a influencé le cinéma américain, qui a influencé Scorsese, enfin ça a eu un apport mondial incroyable au niveau du cinéma, mais au niveau local, je trouve que ça a eu aussi des effets négatifs dont, quand on veut faire du ciné de genre, je trouve qu'on paye un peu le prix maintenant à cause de ça. Personne. C'est juste quelqu'un qui essaye de faire les histoires qu'il a envie de faire. Voilà. Donc, et si possible, d'essayer c'est toujours pareil, de se dire que c'est pas parce qu'on est français qu'on ne peut pas rêver. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire, je pense.